Bonjour, bonjour à tous. Je suppose que vous m'entendez bien, moi en tout cas j'entends bien. Donc on va vous présenter avec Patrice, donc mon homologue en PACA, donc ce que l'on fait en termes de cybersécurité dans les régions, avec une expérience un peu plus récente de PACA, mais avec nous donc un certain recul donc depuis 2014 avec des interventions que l'on multiplie en Île-de-France. Donc moi je suis responsable, enfin directeur du département sécurité des systèmes d'information au sein de Cézanne. Et donc j'interviens donc sur deux grands périmètres qui sont les solutions régionales et l'assistance, l'aide en tout cas à la SSI auprès de nos adhérents. Patrice, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors pour ma part, effectivement, je suis l'homologue de Rémi auprès de la région PACA en tant que référent sur la cybersécurité et la conformité numérique à destination de l'ensemble des communautés de la région PACA, que ce soit le domaine sanitaire, ESMS, libéral et également structure de coordination. Donc on va commencer par quelque chose que vous connaissez sans doute tous, mais donc d'avoir une petite approche de la sécurité des SI, savoir un petit peu de quoi on parle. On enchaînera ensuite sur ce qui est fait donc en région PACA en termes de cybersécurité et ensuite ce que nous faisons en Ile-de-France avant de terminer sur une partie questions-réponses s'il y a des choses que vous souhaitez voir précisées. En termes de SSI, on parle de quoi? On démarre en fin de compte par les obligations qui pèsent sur les structures de santé au sens large. Donc on va parler bien sûr de l'hébergement de données de santé, de la partie HDS, on va parler de la directive Nice pour les OSE, du RGPD, ça s'applique un petit peu à tout, et aussi des prérequis Open, SONES. Alors ça fait beaucoup d'acronymes, mais bon, je pense que la plupart d'entre vous sont habitués à les entendre. Alors bien sûr, ce n'est qu'une partie, il y a bien d'autres choses, hein. Il y a la PGCCS, il peut y avoir le COFRAC pour les établissements qui ont des laboratoires. Voilà, il y a plein d'autres éléments à rajouter, ceux qui sont soumis à la certification des comptes, donc qui ont aussi des obligations en termes de sécurité, etc. Donc tout ça, ça rejoint en fin de compte un seul pôle central, la conformité. Quand on parle de mesures de sécurité, on va toujours parler des mêmes mesures de sécurité. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on aura traité ou qu'on aura mis en place des mesures de sécurité, elles vont s'appliquer à plusieurs domaines et on va pouvoir démontrer qu'on assure cette cybersécurité pour l'ensemble des domaines concernés. En termes d'approche, les quatre grands axes classiques, hein, disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve. On va bien sûr traiter ces quatre éléments-là quand on va parler de sécurité. Donc ça, c'est une première vision, plus la vision classique type 27005 ou 27001. On va traiter toujours de ces éléments-là. Donc disponibilité, est-ce que mon système est critique? Est-ce qu'il doit être disponible tout le temps? Ou est-ce que s'il est en panne 24 heures, finalement, c'est pas très grave et on peut s'en passer? Intégrité, est-ce que les données n'ont pas été modifiées de façon non volontaire? Est-ce que tout ça c'est bien correct? Alors sur l'intégrité, on peut dire que c'est important partout. Après, si un site web, il y a une information qui n'est pas à jour, c'est pas très grave. Si c'est sur un dossier patient, c'est un peu plus problématique. La confidentialité dont on parle forcément quand on parle de données de santé. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, il y a un fort axe qui est mis sur la confidentialité des données de santé, mais en fin de compte, ce qui préoccupe surtout les structures, c'est la disponibilité des solutions, la disponibilité de l'information. Et la preuve, donc pouvoir démontrer que ce qui s'est passé sur le système d'information est bien légitime et qu'on n'a pas d'action non souhaitée. Tous ces quatre axes, on va les traiter donc, au travers de quatre grandes actions. Donc de la prévention, de la préparation, du contrôle et de la création. Donc on va détailler un petit peu ces éléments-là par la suite. Prévention, c'est tout ce qui consiste à sensibiliser le personnel, hein, tout ce qui consiste à acculturer le personnel à la SSI, à ne pas faire n'importe quoi sur le système de santé. La préparation, c'est avoir déjà des documents, des règles, des éléments qui sont proposés, mais bon, il ne suffit pas d'avoir une belle PSSI pour que tout se passe bien dans un établissement. Le contrôle, s'assurer que tout se passe bien au sein de l'établissement dans le temps, en termes de sécurité. Et la réaction, même si on fait tout ça, même si on gère très bien notre sécurité, on va avoir des incidents de sécurité et il faut être en capacité de réagir et de les traiter.
Patrice, je te laisse compléter Merci Rémi. et poursuivre. Merci. Peut-être effectivement pour réagir sur le document affiché à l'écran, effectivement rappeler, comme le disait Rémi, qu'on est sur une démarche permanente que vous connaissez les unes et les autres, qui est une démarche itérative d'amélioration continue qui nécessite effectivement de revenir régulièrement sur ces aspects de prévention, de contrôle, de réaction et de préparation. Donc on est sur une démarche continue que vous connaissez bien au sein certainement de vos structures. Alors, ce que l'on peut vous proposer, c'est peut-être un petit retour d'expérience qui n'a pas de vocation à être exhaustif, mais c'est simplement une illustration de ce qui peut se faire au sein des différentes régions. Notamment, je peux vous livrer l'expérience qui est mise en œuvre au sein de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans lequel on a mis en place, depuis un peu plus d'un an, une cellule d'appui à la protection des systèmes d'information qui s'adresse en fait à l'ensemble des communautés, des acteurs régionaux PACA, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit le domaine sanitaire, le domaine médico-social, le domaine des structures de coordination, mais également toutes les pratiques libérales, médecine de ville et pratiques périphériques. Et on a construit avec ces communautés, à travers déjà des ateliers qui ont permis d'exprimer un petit peu les besoins pour pouvoir définir une offre, on a bâti une offre CAPSI autour de 7 piliers. Une qui concerne donc la partie du pilotage et de la gouvernance, donc pouvoir accompagner les établissements dans leur pilotage au quotidien et intégrer en fait la démarche de cybersécurité dans l'approche et la gestion des risques de l'établissement au sens large, comme étant un risque parmi d'autres, comme le risque médical ou autre, etc. Une vocation qui est de pouvoir en fait favoriser l'animation régionale et faire ressortir, émerger, faire apparaître les bonnes pratiques qui peuvent exister dans chacun des établissements régionaux. Et on a un certain nombre d'acteurs au sein de la région qui sont très actifs sur ces sujets de cybersécurité. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser et avoir des retours d'expérience. Donc, dans le cadre de ce pilier-là, une démarche autour des incidents et crises, donc pouvoir accompagner les établissements sur ces volets. La mise à disposition d'outils et de solutions mutualisées aussi qui peuvent être utilisés par les régions et en tout cas les établissements et structures. Et puis donc une démarche autour de la conformité. Donc on a parlé du règlement général sur la protection des données. Donc la conformité numérique fait partie du deuxième pilier sur lequel on intervient, le volet cyber et le volet de conformité numérique. Et puis donc bien sûr des actions de sensibilisation qui sont importantes et qui permettent finalement d'embarquer tout le monde dans le dispositif de sécurité et de conformité numérique. Alors, au titre de la sensibilisation et de la formation, qui est une des actions qu'on a déclinées beaucoup cette année, ça se traduit de quelle manière? Là encore, on n'a rien inventé. Il y a beaucoup de nos collègues d'autres régions, et on en voit plusieurs dans l'assistance qui ont mis en œuvre ce genre de choses. On a pu mettre en place, par exemple, des guides méthodologiques destinés justement à proposer des démarches auprès des établissements pour pouvoir mettre en place, par exemple, des politiques de sécurité, des plans de continuité d'activité, etc. Vous avez également des kits de formation destinés aux établissements. Ils ont été construits par le GRAD et sont mis à disposition gratuitement à l'ensemble des acteurs. Vous avez également la déclinaison d'un escape game qui a été mis en place par nos collègues initialement et créé par nos collègues des Pays de la Loire, que l'on a décliné dans une version plus au sud. Et puis donc des supports de sensibilisation classiques sous la forme d'affiches, là encore, qui peuvent être reprises, utilisées au format numérique ou au format papier par les établissements et les structures. Et puis un élément qui apparaît également à l'écran, c'est la possibilité de mettre à disposition à titre gratuit de l'ensemble des communautés d'une plateforme de sensibilisation et de formation de chacun des maillons en fait, de l'établissement pour finalement partir de l'idée que chacun est un maillon, est une partie de la chaîne de sécurité et qu'à partir de là,
on peut offrir la possibilité d'avoir une sensibilisation aux gestes barrières et un peu aux gestes d'hygiène numérique dans le domaine de la sécurité. Autre domaine, là encore classique, qui se déploie dans beaucoup de grades et dont Rémi parlera aussi dans le cadre de son expérience Île-de-France, c'est tout le volet d'animation territoriale. Donc à la fois la dimension régionale, mais aussi la volonté d'être aussi présent à l'échelon territorial des départements pour pouvoir être au plus près des établissements. Donc ça se traduit sous la forme de journées régionales que l'on a appelées CAPSI, en tout cas des journées thématiques sur lesquelles on fait intervenir à la fois des acteurs et des témoins nationaux sur les sujets de sécurité numérique, mais également des acteurs du terrain issus de nos territoires qui viennent témoigner et faire un retour d'expérience sur un usage ou une utilisation particulière d'un outil ou d'une démarche particulière. Là encore, on essaie de favoriser cette animation territoriale à travers la mise en place d'un site dédié aux acteurs régionaux. Donc c'est le site CAPSI, on a des systèmes de newsletter, donc là encore des choses relativement classiques. Et puis donc un canal LinkedIn qui est dédié à nos communautés, qui leur permet de prendre connaissance des informations et actualités sur les sujets de sécurité et de conformité numérique. Et puis un élément qui est très important, c'est d'être, on le disait tout à l'heure, au plus près du terrain. Et une des actions, c'est de pouvoir revenir sur les différents aspects. Donc à la fois au niveau de la gouvernance de l'établissement, pouvoir accompagner sur des problématiques de politique de sécurité des systèmes d'information, comment intégrer la gestion des risques numériques au sein de la gestion des risques globale de l'établissement et en faire finalement un élément constitutif de la gouvernance de la structure de l'établissement. Donc là, on s'adresse plutôt aux directions d'établissement et on leur propose d'avoir un petit peu cette teinte. Et puis donc bien sûr tout le volet conformité, je ne détaille pas tout ce qui apparaît donc là on est vraiment à travers l'aide à la mise en œuvre des registres des traitements, etc. Vous avez également dans le domaine de la cybersécurité des appuis sur des analyses de risques en proposant l'adoption de méthodologies communes. Là encore on n'invente rien, on reprend les bonnes pratiques de l'ENSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et puis l'aide au déploiement pour ce qui concerne la cybersécurité, l'aide au déploiement des programmes nationaux. Open, on parle de SunOS, demain des référentiels Maturin ou autres. Donc là encore, l'idée c'est d'être au plus près du terrain pour rendre opérationnels ces programmes et permettre leur adoption au sein des territoires et des différents établissements. Et puis, bien sûr, un accompagnement spécifique et particulier pour les opérateurs de services essentiels. Donc, tous ces établissements qui ont été nommés il y a quelque temps comme étant des maillons qui doivent être forts de la chaîne de sécurité territoriale et pour lesquels, donc là, on a un accompagnement particulier. Voilà rapidement le témoignage autour de CAPSI. Et là, vous retrouvez en bref à la fois notre petite mascotte qui est la petite pieuvre de la région PACA, qui est le symbole qu'on a utilisé, mais où on retrouve un petit peu finalement la volonté qu'il y a derrière CAPSI de créer une alliance et de jouer vraiment le rôle d'animation. Et on n'a pas surtout la prétention d'avoir la science infuse, c'est vraiment au contraire faire émerger les bonnes volontés et capitaliser sur les bonnes volontés des uns et des autres. Rémi, je te passe la parole. Donc ce qui est certain, c'est qu'en échangeant avec Patrice sur ce que l'on faisait en région, on retombe exactement sur les mêmes thématiques. Donc nous, on a deux périmètres d'intervention qui sont à la fois donc sur les solutions régionales, assurer la sécurité des services régionaux que l'on propose à l'ensemble des acteurs de la région, de l'Île-de-France, et l'appui aux acteurs, donc l'appui directement aux acteurs de la région au travers donc d'une équipe de 4 RSSI, donc qui est en capacité d'intervenir en soutien aux RSSI des établissements. Alors on n'est pas RSSI externalisé,
On vient vraiment là apporter un support en termes de méthodologie, en termes d'action auprès des RSSI qui sont déjà en place et déjà désignés. En termes de prévention, donc je vais reprendre les 4 axes qu'on a eu tout à l'heure, qu'on aborde en Ile-de-France. Donc on s'est doté donc d'une solution qui nous permet de déclencher donc des tests de phishing auprès de nos adhérents dans la région. Alors de type assez classique comme ça. Alors ça peut paraître grossier, mais sur un premier test, c'est quand même intéressant parce qu'on a déjà des taux de réponse qui sont assez forts. Lors des premiers tests effectués avec ce type d'image qui, a priori, ne devait pas donner lieu à clic, on a un taux de réponse de l'ordre de 20%. Donc sachant qu'il suffit d'un seul clic pour pouvoir infecter tout un système d'information, donc c'est quand même relativement fort. Alors, on ne réussit jamais à descendre à 0%, ça, on y renonce, mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est quand même au fil de l'eau, à force de faire des exercices, on réussit à diminuer quand même ce taux de réponse. Donc c'est quand même un vrai bénéfice pour la sécurité des établissements. Comme en PACA, donc on s'est appuyé sur les Pays de Loire et donc on a retraduit donc l'Escape Game Santé donc, en Ile-de-France, donc sous la forme Xscape Santé. Alors l'action a été un petit peu stoppée avec l'arrivée du Covid, parce qu'en plein Covid, réunir des gens dans une même salle fermée, c'est pas très vendeur. Mais en tout cas, on a cette solution-là, on espère bien pouvoir la reprendre prochainement. Des vidéos de sensibilisation donc adaptées au secteur de la santé. Alors ce sont des toutes petites vidéos, ça dure 2-3 minutes grand maximum, avec un message de sécurité à chaque fois qui est porté et avec potentiellement 1 ou 2 questions derrière pour s'assurer que ceux qui l'ont reçu ont bien compris le sujet et ont bien été sensibilisés. Aussi pouvoir démontrer, aussi apporter la preuve qu'on a bien sensibilisé le personnel. On a bâti aussi de la même façon des supports de formation. Donc là, il y a un extrait du sommaire. Et donc, on est en capacité soit de fournir ces supports-là à nos adhérents, soit d'aller nous-mêmes animer des formations auprès des adhérents sur la partie cybersécurité. Des affiches, c'est du classique, des affiches de cybersécurité, donc une dizaine d'affiches de la même façon qui sont créées au niveau des grades, qui sont portées par le grade et qui sont mises à disposition soit en format papier, soit en format numérique auprès des établissements pour pouvoir les rediffuser et afficher des sensibilisations différentes et renouveler en fin de compte cet aspect-là au fil du temps. Alors ce qu'on essaie de faire effectivement, la difficulté c'est de ne pas rester toujours sur les mêmes messages et d'essayer de varier à la fois le message et le visuel, même si on réussit à retrouver toujours à peu près les mêmes choses. Et puis des messages récurrents, ça s'est tiré d'un de nos supports de sensibilisation, donc on a un petit calendrier que l'on produit chaque année, avec donc un message par mois de sensibilisation à la cybersécurité. On réutilise ces images pour les diffuser au travers d'un réseau social. On a monté un réseau propre en Ile-de-France avec l'ensemble des RSSI qui travaillent avec nous et ça nous permet de diffuser beaucoup plus facilement l'information. En termes de préparation, donc une banque documentaire partagée, donc toujours là sur notre outil de partage, où on met à disposition donc de l'ensemble de nos adhérents donc des éléments qui vont les aider à travailler. Alors on a des choses qui concernent typiquement la sécurité qu'on retrouve, la gestion des risques, la gestion des incidents, la gestion des sauvegardes, ça s'apparente un peu plus à l'exploitation, mais malgré tout, voilà, ça nous a semblé intéressant. En tout cas, nos adhérents étaient demandeurs d'avoir des procédures de gestion de sauvegarde, donc on leur met aussi à disposition, puisque ça fait partie aussi de notre culture. Si on fait de la sécurité informatique, sécurité des systèmes d'information, on fait un peu d'informatique aussi, donc un peu d'exploitation. Sur l'analyse de risque, donc on s'est doté depuis quasiment le tout début d'un outil d'analyse de risque qui nous a permis à nous d'effectuer les analyses de risque dans les établissements. Donc avec notre équipe d'RSSI, on intervient dans les établissements et on accompagne. Donc l'analyse de risque, on a un socle commun, on a déjà des référentiels qui sont là, mais bien sûr, il faut qu'elle soit contextualisée au cadre de chaque établissement avec l'ensemble des mesures qui sont prévues. Et donc avec cet outil-là, en fin de compte, on a une base commune qui nous a permis de réaliser plus d'une vingtaine d'analyses de risque sur l'ensemble de la région et que l'on renouvelle régulièrement.
On est en train de voir pour, je dirais, démultiplier un peu l'efficacité de cet outil en mettant à disposition des adhérents des licences pour leur permettre de réaliser eux-mêmes leur propre analyse de risque, avec éventuellement notre soutien. Mais voilà, ça fera partie aussi des possibilités, puisque nous, on est une équipe de 4 RSSI, on ne peut pas intervenir sur les 350 adhérents que compose Cézanne. Des exercices de cybercrise. On avait initié un premier exercice de cybercrise en commun en février 2019, donc ça réunissait un certain nombre d'établissements. Ça avait eu un bon retour. Donc on a, à la demande de nos adhérents, donc on a lancé un appel d'offres fin 2020. Donc l'appel d'offres était là, il était prêt. On n'avait pas spécialement de demande. Et puis d'un seul coup, nos amis de Villefranche et de Dax ont eu des incidents. Et là, on a eu d'un seul coup tout un tas d'établissements qui voulaient faire des exercices. Donc là, on en a réalisé 8 à ce jour sur la région. Donc à chaque fois dans les établissements. Donc c'est un service qui est proposé, qui est complètement financé par la région. Et donc qui est proposé donc, aux établissements pour déclencher un exercice de cybercrise avec un petit peu de préparation au départ hein, quand même. Voilà, mais toute la logistique, tout ça, c'est pris en charge en fin de compte par le prestataire. Sur la partie contrôle, donc on est en train de tester un scanner de vulnérabilité sur le même principe de mutualisation. Donc c'est porter une licence globale au niveau de la région pour pouvoir mettre à disposition les scanners auprès de l'ensemble de nos adhérents. Alors s'ils le souhaitent, ça peut être opéré par nous, on peut intervenir en soutien. Mais sinon, s'ils préfèrent gérer ça eux-mêmes en toute autonomie, ça ne pose pas de souci. Ce que moi je souhaite, en fin de compte, c'est que tous, en fin de compte, effectuent des scans de vulnérabilité. Des tests d'intrusion. Donc, on propose aussi aux adhérents d'utiliser les tests d'intrusion, alors auxquels ils peuvent avoir accès aussi au travers des marchés habituels, un marché de la CAIH ou du RESA. Ils aiment bien avoir aussi notre intervention pour s'assurer en fin de compte que l'intervention se déroule bien et avoir un suivi et être sûr qu'il y a une bonne restitution, que le rapport est fourni dans les temps. Voilà, donc on assure ce petit support sur la partie tests d'intrusion. Bien sûr, les tests d'intrusion, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est un prestataire qui effectue ces tests d'intrusion pour notre compte. De la cybersurveillance, un service donc, qui est mis en place depuis donc, le mois de février de cette année et qui couvre à la fois le périmètre Cézanne et le périmètre des adhérents et qui permet donc au travers d'éléments qui sont fournis par les établissements, donc ce qu'on leur demande c'est juste un classeur Excel avec quelques éléments qu'ils souhaitent surveiller, au maximum une cinquantaine d'éléments. On fournit ça à l'opérateur et l'opérateur se charge d'aller vérifier que tout se passe bien. Et donc ça permet de détecter voilà, qu'un certificat SSL va expirer. Ça peut être toujours intéressant, c'est pas toujours bien géré malheureusement. On découvre un nouveau site, c'est important de le savoir. Les DSI ne sont pas forcément informés de tout ce qui se passe dans les établissements. Un nouveau service SSH voilà, qui est proposé. Donc ça peut être aussi une erreur de configuration d'un admin ou une maladresse. Ce n'est pas forcément quelque chose de malveillant. Mais en tout cas, voilà, ce sont des choses qui sont détectées. Et ça permet de retrouver aussi, d'aller rechercher sur le dark web des éléments qui pourraient concerner des adresses email qui auraient été fuitées et qui seraient en vente sur le net. Des audits réseau. Donc, qui ont été menés aussi, un grand nombre a été mené sur 2019 et 2020. Donc on pose une sonde sur l'établissement, sur le réseau local de l'établissement et la sonde écoute tout ce qui transite sur le réseau. Et à la fin, donc, le prestataire récupère la sonde et fournit un rapport à l'établissement pour dire voilà ce qu'on a détecté, voilà ce qui semble normal, voilà ce qui semble bizarre, voilà là où il pourrait y avoir des actions, ou là, attention, il y a quelque chose de grave qui se passe et il faut absolument intervenir. Et donc ça fournit voilà, des éléments du type de ce que j'ai indiqué ici, donc, pour savoir voilà, si une machine commence un petit peu à consommer un petit peu trop de ressources sur le réseau. En termes de réaction, donc on s'est doté donc, depuis 2 ans maintenant d'un CERT mutualisé. Donc de la même façon, on fait appel à un prestataire de réponse à incident. Et donc les établissements peuvent faire appel à ce prestataire si besoin. Alors les OSE vont bénéficier de l'aide de l'ANSSI ou de tous les apports qui sont proposés classiquement par l'ANSSI. Et pour les autres établissements, nous, on a cet opérateur-là qui est en capacité d'intervenir en 24/7. Alors, c'est totalement transparent. Hein, l'abonnement, en fin de compte, est porté par Cézanne.
Et par contre, l'intervention, bien sûr, sera facturée à l'établissement qui en aura besoin, si à un moment donné, il en a besoin. Notre réseau de RSSI, donc au travers de notre plateforme de communication, d'échange, voilà, avec 104 utilisateurs. Alors, ce réseau de RSSI, c'est RSSI et DPO. On a les deux profils. Et donc, chacun s'abonne à ce qui l'intéresse sur cette plateforme. Et nous, ça nous permet de diffuser beaucoup plus facilement. Et donc, voilà, 1420 publications. Alors, publications, c'est tout, hein. Ça peut être des messages, ça peut être des alertes de l'ANSSI qui sont relayées, ça peut être des documents, enfin, tout ce qu'on peut trouver en termes de SSI qui pourrait intéresser les RSSI. Et surtout, ça évite de les polluer avec des mails à répétition. Hop. Et une liste d'alertes par téléphone, bon ça c'est quelque chose de tout simple, hein. J'ai recensé les numéros de portable d'un certain nombre de DSI sur la région et ça permet de les alerter. Alors pas d'envoyer des messages avec des données confidentielles bien sûr, mais d'alerter, attention, allez voir sur la plateforme d'échange, il y a quelque chose de grave qui se passe dans la région, allez vite voir, et voilà, c'est important. Donc ça permet d'avoir aussi un autre moyen de diffusion que le mail, puisque le mail, effectivement, vu la somme qu'on reçoit chaque jour, c'est un peu problématique. En synthèse, ce qu'on essaye effectivement, c'est de proposer donc, de maintenir en tout cas nos services en conditions opérationnelles. Une plateforme d'échange SSI, c'est bien, mais si on ne met pas de contenu, ça ne sert pas à grand-chose. Si on ne renouvelle pas le contenu, ça ne sert pas à grand-chose. On va travailler donc avec nos établissements pour renouveler la cybersurveillance sur 2022, puisque ça nous a quand même sauvé la mise quelques fois. Il y a quand même quelques éléments clés, des interfaces qui étaient ouvertes sur le net, qui étaient quand même un petit peu dangereuses. On va travailler sur l'accompagnement des OSE, plus spécifiquement, un peu ce qui est fait en PACA exactement. Renforcer l'accompagnement sur le secteur médico-social. On parle beaucoup du secteur sanitaire, le médico-social est en demande et en vraie difficulté. Et puis toujours donc, de la mutualisation. On a vraiment cette force-là au niveau des grades dans une région, de pouvoir porter des offres et les mettre à disposition de nos adhérents. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Donc on essaye d'évoluer. Alors nous, on se met à la fois, on écoute nos adhérents, on écoute les demandes de nos adhérents. On a 2 comités de pilotage chaque année, donc qui nous permettent de savoir ce dont les adhérents ont besoin. Et puis on a aussi de l'autre côté donc, les demandes de missions qui nous sont transmises par l'Agence régionale de santé sur les sujets de cybersécurité sur lesquels on doit travailler. Et on essaye de mettre tout ça ensemble. Alors chaque année, on lance aussi nous une campagne de satisfaction, une enquête de satisfaction auprès de nos adhérents pour être sûr aussi chaque année de savoir si ce que l'on fait correspond bien à leurs demandes et s'ils ont des suggestions, c'est aussi le moment de nous les remonter puisque nous, voilà, personne n'est parfait, on peut aussi faire des erreurs, on peut aussi se tromper. Donc avoir une enquête de satisfaction annuelle permet aussi de pouvoir corriger ces éléments-là. Voilà, Fabrice, je te laisse. Alors, peut-être un élément aussi que tu as souligné, Rémi, qui est le fait de pouvoir démultiplier l'effort au niveau des territoires et au niveau à chacun des échelons. On a parlé effectivement des démarches qui sont faites en région, des démarches qui sont faites dans les départements, mais on peut citer aussi les différents échelons nationaux. On a juste en face le village de la e-santé qui fédère un petit peu toutes ces initiatives dans le cadre des grades, dans le cadre des ARS, dans le cadre de l'ANS, dans le cadre du ministère également. Et l'idée, c'est peut-être de décloisonner les démarches pour démultiplier, changer de braquet, j'allais dire, quelque part. Et on le voit à travers la mise en œuvre du plan de renforcement cyber, du Ségur numérique, etc., où il y a vraiment un effort important qui est fait au niveau des établissements dans l'accompagnement sur ces sujets de sécurité numérique et de conformité numérique. Et je pense que l'avenir, et on en parlait avec nos différents collègues qui sont présents sur le salon, est dans le partage des pratiques, le partage des outils et le fait de pouvoir co-construire peut-être des solutions qui soient décloisonnées et utilisables sur l'ensemble des territoires. Puisque on le voit à travers l'échange qu'on a pu avoir, les besoins sont les mêmes. On a des besoins de formation, de sensibilisation, d'accompagnement de terrain. Et plutôt que d'avoir des démarches isolées et cloisonnées à un échelon local,
L'idée, c'est de vraiment pouvoir démultiplier. Et je pense que c'est peut-être une des dimensions vers laquelle on va s'orienter aussi dans les années qui viennent. Pouvoir justement mutualiser, fédérer les différentes initiatives. Voilà pour ma part. Si Voilà. vous avez des questions, Voilà. ce sera avec plaisir. Tout était clair. Personne n'a besoin de services de cyber. Donc, on peut rappeler, c'est vrai que là, vous avez un témoignage des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé. On parlait aussi de tous les échelons qui existent au niveau national, au niveau local, etc. Donc là encore, rappeler les coopérations qui existent entre ces différents échelons. Et du coup, qui sont importantes. Ouais. Et si vous préférez, donc, on a notre stand Cézanne juste en face, si vous voulez venir nous voir. Ça sera avec plaisir. Alors, il n'y a pas le stand PACA, mais voilà, ce sera pour l'année prochaine. Ou sur le village des Grades, puisqu'on travaille effectivement avec l'ANS justement à ces efforts de mutualisation et de rapprochement de ce que l'on fait entre régions. Et éventuellement, juste à titre d'illustration, on parlait tout à l'heure d'approche ludique de la cybersécurité qui permet aussi d'aborder tous les publics, que ce soit des publics qui n'ont pas une appétence ou un intérêt particulier pour la sécurité numérique, qui ne sont pas spécialistes. On peut citer l'exemple justement d'un escape game, d'un jeu ludique qui a été mis en place par nos collègues de la région du Grade Pays de la Loire, et qu'on a pu décliner au sein de nos territoires. Donc vous voyez, là on est sur un exemple concret d'un travail mutualisé et réutilisé par l'ensemble des territoires. Si vous n'avez pas de questions, on peut vous souhaiter du coup une bonne poursuite d'après-midi et puis à votre disposition pour échanger à la fin de l'entretien. Merci.